Bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue à cette première table ronde de la Journée mondiale de l'égalité des chances, de Cité des chances. Donc, le thème que nous explorons aujourd'hui, pour nous, par nous, pas sans nous, comment raconter les quartiers populaires, il touche à une question essentielle. Qui parle, pour dire quoi, et au nom de qui? On sait que les quartiers populaires sont souvent décrits, bien plus qu'écoutés, et ils sont souvent expliqués plutôt que représentés. On parle sur les habitants, mais rarement avec eux et presque jamais à partir d'eux. Et c'est un sujet que je connais bien puisque j'ai effectué cet été mon mémoire de recherche qui a porté sur les représentations cinématographiques des personnes racisées des quartiers populaires. Et donc ça rejoint directement ce constat. Le cinéma français, il met fréquemment en scène ces territoires comme des problèmes à gérer en reconduisant des stéréotypes raciaux, spatiaux et sociaux, tout en laissant encore trop peu de place aux récits produits par les premiers concernés eux-mêmes. Et pourtant, ce sont précisément ces premiers concernés qui portent les récits les plus justes, les plus puissants et les plus riches de nuances. Aujourd'hui, nous avons la chance de réunir des personnalités qui, chacune à leur manière, contribuent à changer la façon dont on parle des quartiers. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir Camélia Khaireddine. Donc Camélia, tu es journaliste indépendante spécialisée dans la création de formats novateurs destinés au jeune public. Tu as notamment imaginé et porté pendant 4 ans l'émission Étiquette sur France TV /, qui déconstruit les clichés autour d'une identité, d'un métier ou d'une expérience de vie. Et au-delà d'Étiquette, tu as développé d'autres formats pour Arte, Move, National Geographic, Radio France, etc. Toujours avec la même boussole, donner la parole à celles et ceux qu'on entend peu, en particulier les jeunes des quartiers populaires. Et tu te définis toi-même comme une journaliste qui kiffe raconter des histoires et surtout celles qu'on n'entend pas. Donc ce qui résume bien ton engagement. Et dans ton travail, tu réfléchis en permanence à ce que veut dire faire du journalisme. Donc pour qui tu le fais, comment ça aide concrètement les personnes dont tu racontes les histoires et comment tu peux déplacer le regard des publics sur des réalités souvent caricaturées. Merci d'être là. Walid Anaflouz, donc tu es journaliste et animateur chez Bouscapé. C'est un média de référence des cultures urbaines et du rap en France. À travers tes interviews, tes sujets et tes formats, tu participes à documenter le quotidien des scènes urbaines, des artistes et des quartiers, en donnant une place centrale aux acteurs et actrices de ces milieux. En travaillant au sein d'un média comme Bouscapé, tu contribues à fabriquer des récits qui échappent au filtre des médias généralistes, des récits où les jeunes des quartiers populaires ne sont pas seulement objets de discours, mais sujet de leurs propres histoires. Donc ton travail s'inscrit dans une logique de proximité, de légitimité et de continuité avec les publics que tu touches. À travers tes contenus, tu montres aussi que les cultures urbaines sont un sujet de création, de réflexion et de prise de parole politique et pas uniquement un sujet de société observée de l'extérieur. Tu ne racontes pas seulement les cultures urbaines, tu racontes aussi d'où tu viens. Sur ton compte Instagram, tu as réalisé des vidéos pour faire découvrir ta région d'origine au Maroc, dans les montagnes, près d'Agadir, dans la région d'Imtanou, en Terre Amazigh. Et tu y montres des scènes de vie, tu nous fais rencontrer ton grand-père. Et donc ici, il est question de mémoire familiale et transnationale, mais il est également question de récit. Et un récit où tu gardes la main sur la manière dont ton lieu, ta culture et ton peuple sont montrés et racontés. Merci d'être là, Walid. Aya Sissoko. Donc tu es triple championne de boxe, triple championne du monde de boxe, en boxe française, puis en boxe anglaise, et tu es aujourd'hui reconnue comme une écrivaine et intellectuelle engagée. Donc tu es originaire d'un quartier populaire du 20e arrondissement de Paris, et donc tu as fait de ton parcours une matière de réflexion sur la dignité, la violence sociale, le racisme et la méritocratie. Donc ton livre, Dan B, il a marqué un peu un tournant en rendant public une histoire qui t'appartient, qui est à la fois intime et profondément politique. Et depuis, tu poursuis ton œuvre et une parole qui interroge la manière dont la France regarde ses enfants de l'immigration et des quartiers populaires. Donc entre exaltation de quelques trajectoires dites exemplaires et en visibilisation des récits, des réalités collectives. Donc tu interviens également régulièrement dans le champ éducatif, associatif et médiatique, en défendant une exigence assez forte, raconter les quartiers sans misérabilisme ni héroïsation individuelle, mais en rendant leur complexité, leur colère, leur joie et leur dignité.
Merci d'être là, Aya. Donc merci à vous trois d'être parmi nous. Votre présence, elle est précieuse, non seulement déjà pour ce que vous faites, mais aussi pour ce que vous représentez, c'est-à-dire des voix qui décentrent le regard, qui enrichissent le récit collectif et qui donnent à entendre ce que l'on écoute trop rarement. Merci. Merci à toi. Voilà. Donc on va pouvoir commencer avec le premier axe. Là, on va parler de légitimité. Et donc, je vais vous poser cette question. Comment faire pour que la parole des premiers concernés ne soit plus périphérique, mais centrale? Wow. Ouais, il y a un coup là, vous pouvez prendre le mot également. Comment? Là, c'est bon. Donc, comment faire pour que la parole des premiers concernés ne soit plus périphérique, mais centrale? Bah, moi, je pense tout d'abord qu'il faut créer aussi ses propres structures, ses propres médias. Dans l'intro, tu as mentionné Bouscapé, mais même avant, moi, je participais à une émission qui s'appelait La Récré Junior, où, en gros, des éducateurs, ils avaient comme... c'était des éducateurs qui allaient dans tous les quartiers d'Île-de-France. En fait, ils étaient connus dans l'Île-de-France et même dans les médias. Ils avaient ces médias-là, en indépendant, ils avaient une chaîne YouTube, et ils disaient... il faut laisser parler la jeunesse, parce qu'on ne les voit pas à la télé, pourtant on parle d'eux. C'était la phrase d'un truc, je me souviens, c'était les gens parlent à leur place, nous on a décidé de leur donner la parole. Donc en vrai, moi je suis dans une mentalité de créer notre propre structure, surtout qu'aujourd'hui tu as les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen de visibiliser plein de choses. Mais vraiment plein de choses. Je trouve que c'est un outil très fort et puissant, qu'on sous-estime peut-être un peu, mais c'est là où on peut se raconter. Et même moi qui travaille dans un média, je sais que par exemple d'autres médias, que ce soit des médias traditionnels, se réfèrent à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand ils vont voir la tendance, quand ils vont voir qu'il y a des sujets, des problématiques, ils vont se référer aux réseaux sociaux. Donc nous, on peut aussi utiliser ces outils-là pour raconter nos récits, raconter des problématiques. Et voilà, et aujourd'hui je trouve qu'on a cette facilité quand même à utiliser ça. Voilà. Enfin, bonjour à toutes et à tous. Enfin, moi, tout d'abord, je suis tellement content d'être parmi vous, et surtout la jeunesse, parce que en fait, l'objectif de tout ça, c'est qu'il y ait une transmission, une continuité en fait, dans les combats qui ont été menés en fait, par ceux qui m'ont précédé, par ma génération, mais voilà, que vous saisissiez en fait, des acquis qu'on a obtenus de ces luttes. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez en fait, nous faire. Donc voilà, merci à vous. En fait, je pense qu'il ne faut pas demander l'autorisation. C'est quand l'opportunité se présente, il faut y aller. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Quand j'ai commencé la boxe, moi je commence la boxe, on est en 1988. J'habite dans le 20e arrondissement, dans la cité du 140 rue Ménilmontant. Le club propose la discipline, mais il n'y a pas de petite fille qui me ressemble. C'est un espace qui est majoritairement masculin, enfin même à 90% masculin. Donc je pars du principe que pratiquer ce sport me fait du bien, et donc j'y reste. Donc bien évidemment, je vais fournir les efforts pour. Je vais travailler, je vais transpirer. Comme on dit, en fait, c'est un sport où tu es dur au mal, mais tu y vas. Parce qu'on n'a rien sans rien. Et ça va être la même chose pour l'écriture. Alors pour être tout à fait honnête, moi on vient me voir. J'ai une éditrice qui m'approche et qui me dit, qui me propose d'écrire ce livre, et qu'est-ce qui justifie qu'une femme pratique un sport dit masculin? Dans un premier temps, je vais lui dire non, ça m'intéresse pas. En fait, ça m'intéresse pas de me raconter. Donc plusieurs mois vont s'écouler, et je me dis mais attends. Là, en fait, on me propose quelque chose qui est important, c'est-à-dire on te donne la parole, c'est-à-dire c'est à toi, tu vas te réapproprier la narration. Et là, je me dis ok. Je vais écrire ce livre, mais je ne vais pas écrire ce que tu attends, c'est-à-dire en fait raconter la vie d'une boxeuse. Et là, je me dis, ok, donc quelle est la valeur la plus importante que tu as transmise ta mère? Le Dambé, la dignité. Ok, donc déjà, le titre, ça va être Dambé. Et donc c'est vrai qu'on me dit, mais attendez, mais madame, vous savez, un titre en bambara, en fait, les lecteurs français n'ont pas l'habitude, ça va les perturber. Ouais, mais c'est Dambé. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Sinon, on avait proposé Aya de Ménilmontant, parce qu'à l'époque, il y avait Aya de Luc-Aumont qui venait de sortir, etc. Mais voilà. Donc déjà, c'est aussi avoir des convictions et camper là-dessus. En gros, c'est comme ça et pas autrement. Et là, en fait, je me suis dit, mais
j'en profitais pour raconter quelle est la trajectoire de ma mère. C'est-à-dire visibiliser toutes ces femmes qui jusqu'ici, dont on ne parlait pas. Qui sont nos mères, d'où elles viennent, quel est notre destin français. En fait, pourquoi on est en France? Parce que en fait, notre histoire s'inscrit en fait, dans l'histoire de France. En fait, notre destin français en fait, ne vient pas de nulle part. C'est qu'il y a eu la colonisation avant. Et que la France avait besoin de bras pour construire son pays, pour construire ses autoroutes, pour remplir ses usines, etc. Donc, en fait, raconter cette histoire, en fait, c'est aussi légitimer en fait, notre présence sur ce territoire. Et rien en fait, que de revenir sur ça, c'est aussi nous rendre notre dignité collective. Et l'objectif du livre, en fait, c'était ça. Et bien évidemment, en vieillissant, en fait, tu apprends toi aussi. Tu apprends, tu lis, etc. Et donc, en fait, dans les autres ouvrages, je continue justement à affiner en fait, ce qui a été dit dans Ndambé. Donc, dans Amba, effectivement, là, pour le coup, je le sens vraiment sur la trajectoire de ma mère. C'est vrai que Ndambé, c'est un peu en fait, la trajectoire exceptionnelle en fait, d'une jeune femme. Là, si je me dis, OK, je vais raconter ma mère. Je vais raconter justement quelles sont en fait, nos joies, nos peines, nos luttes, nos victoires en fait, qui sont à chaque fois arrachées en fait, de haute lutte. Parce que rien ne nous est donné. À chaque fois, il a fallu en fait, trimer, transpirer pour y arriver. Et puis aussi raconter en fait, nos solidarités. Parce que en fait, quand tu habites dans un quartier populaire, en fait, c'est que on a besoin les uns des autres. Et donc, on se soutient les uns les autres. Je ne dis pas que tout se passe bien, parce que je dis aussi ce qui ne va pas bien. Mais il n'empêche que cette solidarité, je ne l'ai trouvée nulle part ailleurs. Et je suis bien placée pour le savoir, parce que, en vieillissant, en fait, moi j'ai 46 ans, j'habite plus en cité en fait, depuis quasiment 15 ans, donc je suis allée voir aussi ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que cette solidarité, cette conscience de l'autre, je l'ai trouvée nulle part ailleurs. Et donc c'est aussi important en fait, de raconter tout ça, de nous raconter. Et de dire en fait, aussi à nos enfants, parce que je suis aussi devenue mère, regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Parce qu'en fait, on a été bien éduqués. Nos parents nous ont bien éduqués. Nos parents nous ont transmis des valeurs. En fait, la télé, en fait, c'est vraiment ce que c'est ce que je disais dans le monde de tous les tiens. En fait, la narration est un levier de la domination. Et si tu crois ce qu'on dit de toi, en fait, t'es mal barré. Parce que justement, ça limite le champ des possibles. Ça limite, en fait, déjà, la mobilité, les ambitions qui sont bossez ensemble. Vous connaissez pas? C'est trop bien. Ouais, pardon. Parce que en fait, je sais que très peu de temps. Non, t'inquiète. On a la débrouille, on a toujours appris avec les trucs qu'on avait aussi. Et on a réussi à construire. Tu veux qu'on fasse ça là? J'ai peur de parler trop fort, genre à l'entrée. Et c'est pour ça que même si effectivement les construits sont On fait à l'entrée, je pense que... qu'à l'époque, je ne veux pas j'ai cette éducation par ma mère, j'ai cette éducation par la veuve. Là, tu me dis... C'est bon? Parce que aussi par enfant de toi. Et voilà quoi. En fait, le message, c'est surtout ne vous interdisez. En tout cas, quand vous accédez à un espace, vous parlez-vous de cet espace. Et là, on va faire une petite vidéo test. Ouais. Si tu peux tenir le micro dans ta main. Ouais. Bonjour, je m'appelle Awefa, je suis la présidente de l'association Cité des Chances et aujourd'hui on est à la Journée mondiale de l'égalité des chances. Après, là, si tu peux présenter ton association, Ok. Là, si tu peux présenter l'association. Ok. Alors Cité des Chances, c'est une association... Vas-y, ça marche, pardon. Oh non, par contre, je vous adore, mais... Après, là, c'est bon, tu peux présenter l'association. Mais moi, je dirais que Là, c'est bon, tu peux présenter l'association.
Cité des Chances, c'est une association qui existe depuis 2018 et on s'est donné pour ambition de permettre à tous les jeunes, notamment issus des quartiers, de se sentir légitimes et capables de s'approprier le débat démocratique parce qu'on estime qu'il se passe plein de choses dans l'actualité et souvent on n'a pas notre mot à dire. Et voilà, pour permettre à ces jeunes-là de s'approprier le débat, on fait notamment des simulations parlementaires dans les établissements scolaires pour qu'ils puissent s'approprier des sujets d'actualité et faire un débat final à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Moi, je sais que plusieurs fois, on m'a posé la question Est-ce que là, tu peux expliquer l'événement, Ouais. les personnes qui sont là? En fait, Ok. je crois que les gens pensent que c'est facile, mais en fait, je viens d'un quartier populaire et que je suis aussi une famille pauvre. Alors aujourd'hui, on s'est retrouvés tous ensemble pour la Journée mondiale de l'égalité des chances. Donc c'est un événement annuel et à cette occasion, Cité des Chances organise un événement avec des tables rondes pour voilà, questionner les sujets sur lesquels on travaille et faire aussi du plaidoyer parce que oui, on fait au quotidien des actions de terrain, mais c'est aussi l'enjeu d'aller chercher du changement plus loin, du changement structurel. Aujourd'hui, on a notamment 2 tables rondes sur 2 sujets très importants de la vie de Cité des Chances. Un sur la manière dont on raconte les quartiers populaires et les récits qu'il y a autour de ces quartiers et de leurs habitants. Et une deuxième table ronde qui vient un peu questionner la place des jeunes dans la vie politique. Et pour cela, on a du beau monde, des intervenants de qualité pour pouvoir s'approprier tous ensemble ces sujets. Dans des médias traditionnels, parce que voilà, je pense qu'on a T'inquiète, vas-y. Mais je pense que c'est important qu'il y ait au moins un soldat quelque part qui vienne à la conférence de rédaction et qui dise Attends, fait, on entend. Je l'ai pas. C'est pourtant le micro, il est allumé, mais on entend rien. Alors effectivement, je ne dis pas qu'il faut rester 10 ans dans des rédactions problématiques. Ça peut bousiller clairement la santé mentale. Mais il ne faut pas avoir... Je crois qu'on va le refaire, je suis Non, désolé. mais il y a pas de pas mal à des tables rondes, Moi, je sais qu'on a tendance à se Ouais. dire ouais, ça y est, il faut qu'on investisse les réseaux. Rappelons-nous quand même que les médias traditionnels sont balèzes en France. Donc oui, nous on est sur les réseaux sociaux et c'est super, et il y a plein de formats, etc. Mais la télé, la presse et la radio, dans la création de discours, de récits, d'imaginaire, c'est un truc de ouf, encore aujourd'hui. Donc oui, pour investir tous ces médias alternatifs et les réseaux sociaux, mais n'oublions pas que le nerf de la guerre, en réalité, c'est chez toutes ces rédactions blanches, bourgeoises, qui tous les jours vont raconter de la dé sur nous. Voilà. Camélia, tu introduis parfaitement ma seconde question. Donc, tu parles de cette importance d'entrer dans les géants, dans les médias. Et je me dis, en fait, comment finalement les lignes, elles bougent quand ce sont les premiers concernés qui prennent la parole dans ces milieux assez élitistes, assez bourgeois, blancs, comme tu l'as dit, que sont les médias, la littérature. Comment finalement, concrètement, comment ça bouge à l'intérieur? Ouais, c'est archi long. La temporalité des médias, ça va super lentement. En réalité, moi je sais que j'ai plusieurs fois pété d'un câble, j'étais un peu la folle du bus dans les médias pour lesquels j'ai travaillé. Ça bouge, il y a d'autres représentations, il y a d'autres... Moi je sais que j'ai beaucoup bataillé pour pour désacraliser la figure du journaliste. Moi j'aime pas trop cette posture un peu condescendante, méprisante. Moi je sais tout et vous ne savez rien. J'aime bien le truc de proximité. Ça veut dire, moi en école de journalisme, on m'a dit ouais, Camélia, faut que tu vous vois les gens. Moi je tutoie tout le monde. Genre vraiment, que tu sois sociologue, expert, etc. Voilà, je suis plutôt proche et tout. Et du coup, il y a vraiment ce truc de désacralisation. Et un autre truc moi aussi qui m'anime, c'est que je kiffe être une journaliste qui a des types de langage. Tu vois. J'aime bien le fait que je bug, je suis pas trop à l'aise parfois, ma langue elle fourche, et je vais grave le garder au montage, tu vois, je m'en fous. Donc petit à petit, en fait, il y a d'autres, voilà, il y a des petites représentations qui changent, mais c'est ultra long. Enfin, faut pas fantasmer le truc de, ouais, il y a de plus en plus de journalistes qui me ressemblent. Waouh, moi je suis pas trop convaincue. En vrai, je suis pas trop convaincue de ce truc-là. Mais je trouve que c'est puissant, en tout cas, c'est important voilà, tu parlais de dignité, mais il y a un peu ce truc de rester aligné tout le temps, qu'importe que ce soit dans un média traditionnel ou alternatif. Enfin, il y a un peu un truc de, vas-y, quand je me regarde dans le miroir, je sais que je me suis pas trahie.
Et même chose chez France TV Slash, j'avais fait un format qui s'appelait Désorienté sur Snapchat. Et en gros, chaque fois, j'allais rencontrer quelqu'un qui me racontait son métier, tout ça. Enfin, c'était pour les jeunes sur Snap, parce que moi j'aime trop Snap, c'est ghetto. Je sais que les médias traditionnels, généralement, ils vont plutôt sur Insta, Twitter, parce que c'est les intellos, Insta, c'est les beaux gosses. Snap, ils ont un peu du mépris. En vrai, à l'époque, quand j'étais sur France TV Slash, donc j'étais trop contente d'y aller. Et je sais que ma phrase d'introduction, c'était « Wesh, les désorientés ». Et rien que ça, même aujourd'hui, alors ça date d'il y a longtemps, il y en a qui me disent « Ah, dinguerie, t'es chez France TV, tu dis wesh et tout ». Bon, il y en a beaucoup qui étaient contents, il y en a d'autres qui m'ont insulté parce que tu sais pas parler, etc. Mais je pense qu'aussi la réappropriation de nos discours et de nos récits, il passe aussi par le pouvoir de notre manière de nous exprimer aussi, tu vois, d'être à l'aise, en fait, d'être ultra aligné avec qui on est. Mais c'est long, c'est archi long. Je pense qu'en vrai, ça va être un travail de fond, ça va être ultra long. On a l'impression, parce qu'on est en 2025, que les choses elles bougent, voilà, qu'on a plus de représentation. Je suis pas sûre. Je vais peut-être réinsister plusieurs fois, mais attention à ne pas se bousiller aussi la santé mentale. Je vous dis ça parce que moi, le journalisme m'a fait briller un petit peu. Donc, faut être patient. Après, voilà, si ça devient trop compliqué, si ça devient une lutte qui nous épuise, vaut mieux faire un pas de côté. Voilà, on est plusieurs à vouloir... le collectif, il nous sauvera, quoi, littéralement. Voilà, mais il faut faire attention à ne pas s'épuiser dans la lutte. Voilà. C'est la même question. C'était... Comment les lignes bougent quand c'est les premiers concernés qui arrivent à entrer dans ces grandes sphères assez élitistes, blanches, bourgeoises, que sont les médias, la littérature, etc. Moi, pour ma part, j'ai pas encore fait de médias traditionnels en vrai. J'ai vraiment fait des médias qui me ressemblent, parce que j'ai toujours eu le truc de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, ça je l'ai toujours eu, parce que pour moi, j'ai pas eu un parcours linéaire, j'ai mes études ou quoi. Vraiment, moi, c'était vraiment par le réseau, les expériences, par dehors. C'était que ça. Parce que, je sais pas, j'avais du mal, même à l'école, j'avais des difficultés. En fait, j'ai toujours eu des difficultés avec le français, des difficultés avec l'anglais, des difficultés dans plein de choses. Du coup, je me suis dit, c'est impossible. Même le journalisme, au début, je voulais pas en faire. Pour moi, c'était un métier de l'élite. Je me suis dit, j'avais de la vie de journaliste. Mais en fait, c'est vraiment grâce à l'expérience. Du coup, là, j'essaye un peu de sortir de ça. C'est-à-dire que j'essaierai d'envisager des médias plus traditionnels pour justement qu'on se fasse entendre. Mais moi, des retours aussi que j'ai de personnes qui nous ressemblent, qui sont dans des médias traditionnels, c'est pareil, comme tu disais, c'est la guerre un peu en compte de rétac, c'est la guerre, il y a une pression. Même les idées sont difficiles à faire passer, surtout qu'en fait, il n'y a pas du racisme, mais par exemple, quand ça va parler des quartiers, directement, c'est la personne racisée qui va la faire, tu vois. C'est triste, mais ouais, j'ai l'impression que après, c'est tant mieux parce que c'est la personne la plus légitime déjà, faut se le dire. Mais ouais, je trouve que c'est très difficile en tout cas dans ces médias-là. Mais si, c'est du racisme, hein. Littéralement. Ouais, il y a beaucoup de racisme dans les réseaux. Ouais, on peut dire les termes. En fait, même si la France a du mal à être pragmatiste, mais en fait, en réalité, en tout cas pour ce qui est du milieu de l'édition, en fait, en gros, si ça marche, en fait, ils te prendront parce que ça marche, parce que tu vends. Et donc tout ce qui rapporte de l'argent, c'est tout bénéfice pour eux. Et donc oui, c'est comme ça en fait que j'ai pu écrire le deuxième, puis le troisième, parce que voilà, Dambé est sorti. Ils s'attendaient clairement pas, quoi, en disant putain, un livre qui s'appelle Dambé avec une famille noire, en fait, une famille noire qui sont les héros de l'ouvrage, en plus qu'adapté à la télévision, etc. Voilà, business is business, quoi. Après, voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vraiment un conseil au fait aussi que je vous donne. Ne tirons pas en fait, les uns sur les autres. C'est-à-dire que au fait, que ce soit en fait, les médias traditionnels ou les médias qui sont tout aussi importants mais qui sont considérés comme périphériques, ils sont tous importants. En fait, on n'a pas la latitude pour chipoter. Oui. Non, mais pas très net. On n'a pas la latitude pour chipoter. On n'a pas les moyens de production entre les mains. Donc, à partir de là, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre.
Et si vous avez en fait, des doléances à faire à quelqu'un, vous le contactez, je ne sais pas, en message privé, vous les lui, voilà, vous transmettez, enfin vous lui dites ce que vous avez à lui dire, mais ne nous tirons pas en fait, dans les pieds publiquement. Moi je vois trop de balles, des balles perdues comme ça, mais en public. Mais vous avez vu nos ennemis? Ouais. C'est pas le moment, hein. Mais vraiment c'est pas le moment. Et voilà, mais j'insiste aussi sur un autre point, c'est vraiment venez comme vous êtes. Concrètement, si tu fais la différence aussi, c'est que tu apportes aussi une singularité. C'est à un moment donné, si Dame marche, c'est que en fait, le livre, ce genre de livre n'existe pas. Enfin, en tout cas, on n'en lit pas énormément. Pour Mbast, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qui fait effectivement que les gens, en fait, des personnes en fait, issues de l'immigration de ma génération se disent « Ah, on parle enfin de nous ». Et donc, ouais, ils s'emparent de l'ouvrage. Et pour le coup, c'est l'une des premières fois en fait, où un public qu'ils ne connaissaient pas en fait, s'empare d'un ouvrage. Et c'est ça qui est important. Ne reniez en fait, aucune facette de votre identité. Embrassez-les. Faites-en une force. Assumez-les. En fait, moi au début, je me souviens quand j'arrivais à Sciences Po, je mettais des chaussures cirées. En fait, en gros, je sais pas, au bout d'un mois, c'est bon, je suis revenue en Jordan. Non, mais c'est vrai. Là, voilà, en fait, tout ça, c'est ma tenue habituelle, en fait, des Nike au pied. Parce que voilà, c'est moi, en fait. Et vraiment, en fait, gardez ça. Gardez ça. N'essayez pas de rentrer dans le moule parce que vous allez ressembler à tous les autres. C'est vraiment vos singularités qui feront votre force. Donc, voilà. C'est tout. Soyez comme vous êtes. Aya, je reviens sur ce sujet dont tu parlais un petit peu avant, concernant la narration, que c'est aussi un outil de domination et de pouvoir. Ouais. Et tu en parles au nom de tous les tiens. Tu dis « Les mots sont un enjeu primordial. Ils commandent la narration en dictant ce qu'il est permis au plus grand nombre de savoir. Ils sont un instrument de pouvoir, de domination, de disqualification. » Et donc en tant qu'écrivaine qui fait ce travail de réappropriation du récit, de la narration, comment on utilise le pouvoir des mots pour contester justement cette domination et cette disqualification? Et quels sont les mots ou les thèmes? Donc quels sont les mots ou les thèmes qu'il est urgent de récupérer ou de redéfinir pour que la narration soit vraiment faite par nous? Oh. Bonne chance. Merci. Non, en fait, je pense que ce qui est important, en fait, c'est aussi en fait, de leur faire comprendre qu'on sait, qu'on a appris, qu'on est allé dans leurs écoles, qu'on s'est approprié leur code, c'est-à-dire l'écriture. Je veux dire, en fait, la littérature, c'est un bastion, mais blanc et bourgeois. Encore aujourd'hui, c'est très très difficile, en fait, pour quelqu'un qui me ressemble, de pouvoir investir ces espaces-là. Mais à côté de ça, j'y suis, et en plus, c'est pour vous dire que vous faites de la merde. Et voilà, bon après je le verbalise, enfin je le rédige pas comme ça, mais voilà, c'est si je veux raconter mon existence, si je veux aussi raconter en fait les combats qui ont été celles des miens, pas seulement de ma famille, mais au sens large, ça passe par les mots, j'ai presque envie de dire en fait, dites les choses en fait comme vous avez envie de les dire. En fait, c'est à un moment donné, il faut aussi arrêter de vouloir s'imposer un vocabulaire, etc. Moi, il y a plein de mots que je n'utilise pas, parce que je les trouve hyper complexes et que mon premier objectif quand j'écris, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre. Parce que voilà, ma mère ne savait ni lire ni écrire, et que voilà, l'objectif, c'est qu'un gamin de 14 ans jusqu'à quelqu'un de 90 piges puisse lire mes livres. Et donc, ça passe aussi par... voilà, j'ai toujours en fait ce besoin, j'ai toujours cette exigence en fait dans l'écriture, hein, mais il faut que ce soit accessible au plus grand nombre. Voilà, je suis pas là entre guillemets pour faire de la
oui, enfin, faire de la, comment dire, peut-être en disant, oh, enfin, alors ce truc, oh putain, qu'est-ce que j'écris bien, etc. Je pourrais le faire, mais c'est pas mon objectif. C'est surtout que quand l'extrait que tu as choisi, c'est aussi une manière aussi de dire que, en fait, la narration, en fait, vous renvoie aussi une image de vous-même. Et ça, j'ai presque envie de dire que c'est encore plus important. C'est-à-dire que ça vous enferme, ça vous, comment dire, aidez-moi. Mais ça vous enferme aussi, enfin, mentalement, mais aussi géographiquement. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut, voilà, et c'est pour ça qu'il faut déconstruire. C'est pour ça qu'il faut déconstruire par les mots et répéter encore et encore les mêmes choses, jusqu'à ce que, en fait, nos enfants, enfin les adolescents, nos enfants se disent non mais c'est bon, en fait. Moi aussi, ouais, je suis légitime en fait, et j'ai pas à me justifier d'exister. On aura gagné le jour en fait où on n'aura plus à se justifier d'exister, d'avoir des rêves, de l'ambition, d'être fatigué aussi. Non mais parce que c'est important, parce que la lutte fatigue. Ça on le dit pas assez, mais la lutte fatigue. Je vous jure, c'est fatigant. Mais voilà, donc ouais, tant qu'on a, voilà, le jour où on n'aura plus à justifier. Ouais. Pour moi, bah, ouais, en fait, quand je suis rentré aussi pareil dans les médias, même avant que je rentre dans les médias, quand j'ai commencé à aller sur Paris, c'est là où j'ai vu que j'avais pas les codes et que il y avait un truc d'adaptation, que ce soit sur le langage, sur la manière de s'habiller, la présentation, parce que le physique c'est la première chose auquel on va juger. Du coup, au début j'ai eu un truc d'adaptation, parce que j'avais beaucoup de retours négatifs, que ce soit sur la manière de parler, on me disait que j'avais l'accent de banlieue, sur les mots que j'employais. Donc au début je voulais essayer de m'adapter, d'améliorer ça. Puis après j'ai toujours été encadré moi par des plus grands et tout, on m'a toujours dit reste toi-même. Fais quand même attention, mais reste toi-même. Reste Walid qu'on connaît, il n'y a pas besoin de se travestir ou quoi. Donc, ça, c'est quelque chose en vrai que je conseillerais aux gens, c'est rester soi-même. Et comme tu dis, c'est ça qui fera votre singularité. Et pour ce qui est des médias aussi, attends, j'ai oublié l'idée que je veux dire. Ouais, c'est ça, en vrai, le conseil que je te dis, c'est rester soi-même. Ah oui, et il y a un truc aussi dans l'appartenance. En fait, même nous, en tant qu'auditeurs, quand on regarde le contenu et tout, le contenu qu'on regarde, moi, je dirais aussi de donner la force à ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité. Parce que vraiment, déjà, le contenu qu'il faut, c'est des contenus de qualité. Mais vraiment. Parce que quand tu es un média indépendant qui fait du contenu, il n'y a personne au-dessus de toi. C'est-à-dire que tu es sans filtre. Quand tu dis un truc, tu le dis comme tu veux, que ce soit dans le fond ou la forme, en fait, les gars, ils sont libres, ils disent les termes. Là où, par exemple, quand tu as des médias, des grands médias, il y a souvent de la politique. Ah ouais, on peut pas dire ça sur lui parce qu'on s'entend bien avec lui, on peut pas. Ça, c'est n'importe quoi. Donc en vrai, c'est mieux, moi je vous dis quand même, c'est un conseil, donnez la force aux médias qui est en indé. Parce que vraiment, il y a de la qualité de fou, c'est formateur, et voilà. Hein. Donc ouais. Ouais, je crois qu'on ne remercie pas suffisamment les médias indépendants. Comme le Bondi Blog aussi, qui fait un taf de ouf, qui est une école, qui est un centre de formation pour plein de journalistes qui pèse de ouf maintenant, hein. Vraiment, j'ai l'impression que vraiment pas mal de gens issus des quartiers populaires y sont allés. Mais oui, et par rapport au sujet du langage, des mots, etc., je pense que c'est un truc qui nous anime tous quand on vient d'un quartier populaire. C'est un truc qui nous obsède à un moment donné. Alors ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 10 ans, mais la langue, c'est tellement, comme tu disais, un outil de domination, de hiérarchie, de discrimination et plein de choses. Moi, pour être tout à fait transparente avec vous, c'était quand j'avais 19 ans, j'étais à Paris 8, et je complexais tellement par rapport à ma manière de m'exprimer, et on m'a tellement fait des réflexions sur mes tics de langage que je me suis inscrite à un concours d'éloquence à l'époque, et ça a fait l'objet d'un documentaire qui s'appelait À voix haute. Donc j'étais très très jeune, et aujourd'hui, j'avais 19 ans, aujourd'hui j'ai 30 ans, et je regrette de l'avoir fait, ce concours, et ce concours d'éloquence et ce documentaire. Vous allez me dire mais pourquoi et tout, parce qu'en fait ça me rend triste pour la petite Camélia. Genre je suis en mode, ma belle, tu voulais prouver quoi? À qui? Tu vois, il y avait un peu un truc de je voulais absolument prouver, alors je sais pas à qui, mais que je savais bien m'exprimer.
que j'étais capable de faire un concours d'éloquence, de maîtriser un argumentaire, une intro, une conclusion. J'avais besoin de prouver quelque chose. Et du coup, avec du recul, je me rends compte que pendant beaucoup d'années, j'ai grave voulu prouver. Mais en fait, c'est à qui? Généralement, c'est quoi? C'est aux personnes blanches, en fait. C'est aux personnes blanches qu'on a envie de prouver. Non, mais je suis légitime. Non, mais regarde comment je m'exprime bien. Non, mais regarde comment je fais pas de faute d'orthographe, etc. Là, j'ai grave le seum contre moi. Mais bon, c'était un passage obligatoire. C'est pour ça que je pense que c'est bien aussi de réaliser, les amis, que qu'importe, en fait, que tu broies la langue de Molière, que tu sois dans les petits clous ou pas, ce milieu est particulièrement raciste, en fait. Donc, qu'importe, en fait, que tu sois ultra éloquent ou non, t'as ta tête, en fait, et ça bougera pas dans l'imaginaire de ces gens-là, en fait. Donc, ça sert à rien de trop s'épuiser, en tout cas, à prouver, parce que même si tu es un excellent journaliste, on te renvoiera toujours à ta condition et à ton identité. Et du coup, parfois, il faut juste économiser sa volonté de prouver pour faire autre chose, quoi, de peut-être plus sain, quoi. Voilà. Ouais. Il y a une volonté de boycotter. Alors, on va passer au deuxième axe. On va parler plutôt contre-récit. Donc dans le cinéma et les médias, et pas que, dans la littérature également, les quartiers sont souvent montrés comme des problèmes. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, Public Sénat diffusait un documentaire intitulé « Jusqu'ici tout va bien, la banlieue au cinéma », sur les quartiers populaires en les décrivant comme des territoires perdus de la République. Sur le service public, oui. Quelle indignité. Et donc, face à cela, comment produire des récits qui rendent justice aux quartiers, à leurs habitants, à leur complexité, à leur culture et à leurs aspirations? Ça c'est un sujet qui me touche particulièrement. En fait, quand j'étais à la fac, il y avait ma prof, j'ai fait une fac en infocom, et ma prof elle a compris que j'étais archi vénère concernant les médias, parce que voilà, je viens du 9-4 et tout. Et elle m'a passé plein de livres, et elle m'a passé un livre qui s'appelait Les médias et la banlieue, de Julie Cédel. Et en fait, Julie Cédel, elle allait dans les rédactions pour faire l'état des lieux un petit peu de c'est quoi le lien qui unit les médias d'un côté et les quartiers populaires de l'autre. Et en fait, elle parlait du fait, alors c'était ça, le livre il date, franchement je crois qu'il date peut-être de 2006 ou un truc comme ça et tout. Et en fait, elle disait qu'il n'y avait pas de juste milieu dans les récits autour des banlieues. En fait, c'est soit c'est archi violent, soit on est en mode méritocratie, quand on veut, on peut, waouh, le héros, etc. Théma, c'était un ancien dealer et maintenant il a... on ne peut plus en fait. Et ça, c'était un discours qu'elle avait déjà mis sur papier il y a longtemps. Et en fait, moi je pense qu'on mérite d'avoir des récits et des témoignages archi-ordinaires. En fait, moi j'aimerais bien voir la normalité chez nous, des trucs archi-banals de personnes qui font société, qui changent la vie des gens au quotidien, ou pas d'ailleurs, en fait, juste de montrer nos existences plurielles, sans qu'on soit des héros ou des délinquants ou que sais-je, des extrêmes. Je pense qu'on ne se reconnaît pas forcément dans ces discours-là. Et je pense qu'en tant que journaliste, ou en tout cas personnes qui peuvent apporter des récits, je pense que notre travail aussi, c'est d'aller chercher des témoignages ordinaires, quoi. Faire des personnes qui nous ressemblent, des héros, ou en tout cas des personnages, des personnalités. Je trouve qu'à chaque fois, quand on nous parle, on nous raconte, on est des personnalités. Genre, qu'importe que ce soit positif ou négatif, on est des personnalités. Moi, j'aimerais il y a des gens qui sont lambda dans leur vie, et la majorité des gens, ils sont lambda, ils sont juste ordinaires. Et moi, j'aimerais plus qu'on tente de plus en plus vers ça, quoi. Vers la norme, la normalité, l'ordinaire, les gens qui sont ennuyeux, quoi. Moi, je les adore, en fait, le juste milieu, parce qu'on est tous un peu comme ça. Je trouve qu'on manque de représentation à ce niveau-là. Moi, pour ma part, je suis dans une mentalité de vraiment donner la parole à tout le monde. Surtout que moi, j'ai la chance d'être chez Bouscapé, un média qui a quand même de la visibilité. Donc, je suis pour vraiment donner la parole aux gens. J'ai un format qui s'appelle La vie en vrai,
où à chaque fois on traite d'une problématique, il faut ramener les gens. Je veux les ramener et ramener des personnes légitimes. Et même, il y a un truc que je regrette un peu, c'est avant que je rentre chez Bouscapé, j'avais une idée de projet avec un ami, c'était, en fait, on s'est rendu compte pendant les législatives qu'on avait plein de gens dans l'associatif qui font des trucs de malade. Enfin, en dehors des législatives, mais en fait, c'est là, dans les législatives, c'est là où on s'est rendu compte qu'on connaissait des gens. T'as qui sont calés dans le cinéma, dans la littérature, dans le sport, dans tout. Et on voulait faire une émission, je me souviens, sur YouTube, avec des saisons et tout bien décrites. Et on voulait raconter ces récits, dans 2 buts. Le premier, c'est de visibiliser la personne. Le deuxième, c'était que les gens qui regardent ça se disent « Ah, moi aussi, je peux le faire, en fait. » Parce que c'est des gens qui le ressentent. Donc vraiment, moi, je suis dans un truc de... faut visibiliser, faut donner la parole sur des problématiques. Et faut faire... Parce que surtout, on a des talents de malade, mais dans plein de trucs. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe dehors, mais il y a des talents de fou. Donc voilà. Camélia. Encore une question. Donc, Ouais, bon. donc comment tu as réussi à contourner les résistances du milieu médiatique justement pour produire des récits de l'intérieur, parce que j'ai l'impression que c'est pas non plus quelque chose qui va de soi. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est des formats assez novateurs que tu as proposés. Et quels défis persistent encore, enfin quels défis persistants rencontres-tu encore aujourd'hui pour que ces voix elles ne soient pas que des parenthèses en fait? 1, 2, ah non. Ouais. Là, je suis peut-être... Ouais, enfin, de manière générale, j'aime bien défoncer les médias, pardon. Parce que voilà, c'est très particulier, mais j'ai voulu être journaliste parce que je détestais les journalistes. Déjà, de base, c'était le postulat de départ. Mais par contre, quand je suis arrivée chez France TV Slash, là où j'ai pu créer plein de formats innovants, je vais pas vous mentir, en fait, ils m'ont grave fait confiance. Tu vois, des fois, on parle mal des médias France TV Slash, en fait, ils avaient 1 an d'existence, ils ont recruté que des jeunes. Et en fait, quand ils m'ont recruté, ils m'ont dit, écoute, t'es grave sur les réseaux. Non, ils savaient pas que j'étais sur les réseaux, mais en tout cas, ils disaient que j'avais une expertise sur les réseaux sociaux, les formats, etc. Donc il y avait une vraie page blanche qui s'offrait à moi, et ils m'ont dit, on te fait confiance. Donc parfois, alors c'est pas, voilà, je comprends, mais parfois on a l'impression que c'est ultra compliqué et tout, et ça l'est. Il y a des médias qui sont ultra racistes, où c'est ultra compliqué, c'est la guerre, c'est le ghetto, enfin franchement, en plus parfois t'es la caution personne racisée, on t'envoie au casse-pipe, etc. Mais j'avoue que chez France TV Slash, on m'a grave fait confiance. Et après, je vais pas vous mentir, j'avais trop faim, en fait, j'avais trop la dalle. Donc je suis arrivée, j'étais dans le service public, j'étais comme une ouf. C'était un peu, voilà, j'ai toujours voulu travailler dans le service public. Parce que j'avais un peu cette fierté de dire, il n'y a pas d'annonceur, il n'y a pas c'est le service public, quoi. Et du coup, j'ai pas dû forcément batailler. Donc ça, je trouve que c'est archi précieux, mais j'en parle beaucoup. Hein. Je trouve que c'est archi précieux quand voilà, les médias ils te font confiance. Mais par contre, tu vois, ça c'était au sein de France TV Slash, mais par contre, ça fait partie du groupe France Télévisions. Mais tu vois, on disait quand même que j'étais une wesh wesh c'est qui dit ça en plus hein, la wesh wesh, enfin, vraiment, c'est les personnes vieilles et blanches quoi, qui disent ça. Mais tu vois, enfin. Moi, j'avais mon petit cocon avec France TV Slash, avec des gens voilà, ultra bienveillants, donc j'avais la possibilité de faire ce que je voulais faire, mais c'est pas bien vu toujours, tu vois. Donc il y a une dualité entre putain, je suis trop contente de ce que je fais, de ce qu'on fait tous ensemble et tout, mais en même temps, tu entends quand même des commentaires racistes. Alors je les entendais pas directement parce qu'ils savaient que j'allais faire un thread sur Twitter. En fait, ils avaient peur de ça, hein, ils avaient grave chaud que je commence à parler et tout. Mais je crois qu'en fait, ce qui est bien aussi dans ces milieux-là, c'est de leur faire un petit peu peur. Genre, je vais pas mentir, hein, mais le truc de ah, t'es sûr que tu veux me parler mal parce que à tout moment je fais une story time. Donc non, mais leur montrer aussi qu'on n'a pas peur et qu'en fait on va pas se laisser faire. Moi je pense que
je crois que parfois on a un peu peur, on se dit ouais mais je vais me faire cramer et tout, mais est-ce que c'est pas mieux de se faire cramer, mais juste d'avoir été archi aligné avec toi-même, que de dire amen à tout et de vouloir absolument, je sais pas, tout faire pour garder un poste, quitte à trahir, quitte à se trahir, quitte à trahir les autres. Moi je pense que le plus important, encore une fois je reviens sur le truc du miroir, mais quand tu rentres chez toi, que tu te regardes dans le miroir et tu te dis bon, peut-être que je me suis cramée, mais au moins je suis alignée et j'ai pas trahi mes pères, je pense que c'est la plus grosse fierté en vrai. Voilà. Je dois enchaîner. C'est quoi la question déjà? C'était une question sur les résistances là, du milieu médiatique. Voilà, ça un peu. De toute façon, le milieu littéraire, c'est un milieu à part. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très blanc et très bourgeois. À côté de ça, c'est... en fait, moi, comme je disais, je suis rentrée là-dedans par hasard. Et mon objectif, c'est comme toi, en fait, c'est dire ce que j'avais à dire et rester aligné. Ouais. C'est-à-dire que... et encore aujourd'hui, c'est-à-dire après Dambé, c'était en 2011. Est-ce que je sais faire une soustraction, donc ça fait 14 ans, ça va. Moi, ma fierté, effectivement, c'est que je rentre à la maison, en fait, je sais que je dors sur mes deux oreilles. Il y a des propositions que j'ai refusées, parce que je savais que ça supposait de me compromettre. Moi, je sais quand Dambé est sorti, en fait, j'aurais pu être ministrable, en fait. Je me suis retrouvée dans des dîners, sous des dorures, etc. Mais je savais que la contrepartie... elle était cher payée. Je veux dire, en fait, on va être tout à fait honnête, c'est des milieux, en fait, où t'as rien sans rien, en fait. Ou en tout cas, pour accéder à certains niveaux de pouvoir, c'est que tu as, la plupart du temps, c'est que tu as accepté, effectivement, de te compromettre. Ah, je suis d'accord. Voilà, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire. Mais parce que en fait, la matière aussi de mes ouvrages, en fait, c'est ma mère, c'est les disparus, etc. Et pour moi, il n'y a pas plus précieux que la mémoire des miens. C'est vraiment le jour où je trahirai la mémoire des miens, mais lancez-moi des pierres, quoi. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et donc, c'est encore ça, en fait. T'arrives quelque part, travaille. Parce que ça, une fois de plus, c'est le travail, c'est vraiment le travail, que ce soit dans le sport, que ce soit en tant que journaliste, que ce soit dans la littérature, etc. Travail. Quand moi j'interviens devant des gamins, je leur dis travail, que vous le vouliez ou pas, travail. Qui plus est, que tu appartiens à une catégorie sociale, économiquement défavorisée, un espace géographique qui est stigmatisé, etc. Qu'on le veuille ou pas, c'est injuste, j'en conviens, mais c'est le travail en fait. Et donc ouais, en fait, ce que j'oppose effectivement à celles et ceux en fait, qui sont mes détracteurs, c'est le taf. C'est-à-dire je m'enferme, je fais mon taf en essayant d'être la plus rigoureuse et la plus honnête possible. T'es content, tant mieux. T'es pas content, c'est pas mon problème. Une question pour toi. En fait, quel rôle un média comme Bouscapé il joue en fait dans la fabrication de nouveaux récits? Et c'est un peu une question rhétorique, mais les jeunes se reconnaissent-ils davantage dans vos contenus que dans ceux des récits traditionnels? Je pense qu'un média comme Bouscapé, il a comme rôle de, comme tu as dit, de raconter des récits de ce qui se passe dehors en vrai. Parce que, comme on l'a dit, dans les médias traditionnels, c'est pas là où tu vas entendre certaines histoires, certaines problématiques. Donc même en dehors de Bouscapé, moi j'ai ce rôle-là, comme j'ai la chance d'avoir de la visibilité sur le média où je travaille, de raconter ces récits-là, et toujours avec des personnes légitimes. Et justement, il y a pas une difficulté, mais je dirais que
même moi, je dois faire attention dans les personnes qui j'invite. Est-ce qu'ils sont vraiment légitimes dans ce qu'ils disent, dans les profils. Et, donc même sur ça, et surtout que les gens nous confient leurs histoires. C'est à moi aussi de ne pas le changer, de modifier, que ce soit sur le montage ou sur les questions. Donc j'ai aussi ce rôle-là de faire attention. Et donc voilà, c'était quoi la deuxième question? C'était... Est-ce que les jeunes se reconnaissent davantage dans les médias comme ça que dans les... Dans les retours que j'ai, c'est oui, les jeunes se reconnaissent. En tout cas, après, moi, c'est dans mon entourage, les gens, j'ai du positif. Mais est-ce que c'est le vrai but? Est-ce que le but, c'est pas aussi de parler à d'autres gens qui ne connaissent pas ces réalités? Parce que comme tu l'as dit, c'est l'entre-nous. Et parfois, c'est pas forcément intéressant parce que tu parles à des gens qui sont déjà convaincus. Le but, c'est de casser ces frontières également et de parler à des personnes qui ne connaissent pas ou qui avaient peut-être des préjugés sur certains sujets. Donc il y a aussi le but de casser ces frontières-là. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye de faire, mais assez compliqué. Assez compliqué parce que les gens ne sont pas forcément touchés. Par exemple, un média comme Bouscapé, la tranche d'âge, c'est des 15-35 ans. Comment je vais toucher un gars de 60 ans qui regarde ces news tu vois? Et moi, j'ai envie de toucher cette personne. C'est compliqué pour lui raconter ses récits, pour lui raconter en fait les choses qui se passent vraiment avec des personnes légitimes et pas des personnes qui vont parler à la place dans un plateau télé. Donc il y a aussi ce but-là. Maintenant, on va passer au troisième et dernier axe, donc l'impact des représentations sur les politiques publiques, sociales et culturelles. Donc, en fait, comment les images et les récits portés sur les quartiers influencent-ils les politiques publiques, l'action sociale, l'éducation? C'est un peu une question technique, ça. Ouais. Après, j'ai une seconde question qui rejoint un peu ce point-là. Et, ouais. Donc en gros, c'est comment les politiques ou les médias arrivent à influencer, c'est ça en gros la question. Quand tu regardes par exemple la stat de CNews sur un an, combien de fois elle mentionne le mot immigration ou islam ou quoi, en fait c'est comme ça, c'est en répétant à chaque fois, en rentrant dans la tête des gens. Et quand tu regardes cette année, CNews c'est un média, c'est le plus grand média des chaînes d'infos continue de l'année, c'est-à-dire que c'est eux qui ont plus de visibilité, qui dépassent même les BFM ou quoi. Donc c'est en faisant ça. Et d'ailleurs, il y a eu un complément d'enquête sur CNews où en fait, tu regardes qu'il y a beaucoup d'infos qui sont pas réelles dans les faits, qui sont fausses. Donc, je pense que c'est dans ça, c'est en rentrant dans la tête des gens. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois. Derrière la question du récit, il y a celle de l'accès. Donc, qui finance, qui diffuse, qui valide? Et ça, c'est une question qui vous concerne toutes et tous. Donc, que faudrait-il changer, selon vous, dans les institutions culturelles pour favoriser une véritable diversité des représentations? Et les questions En fait, le nerf de la guerre, c'est avoir en fait, les moyens de production. Il y a plusieurs mois, en fait, on m'a fait une proposition. Heureusement que j'étais assise. Non, mais vraiment, heureusement que j'étais assise. J'étais pas prête. Je reçois un appel et la dame me dit, écoutez, on aime bien ce que vous faites. Oui, la dame en ligne me dit, on aime bien ce que vous faites. Par contre, si vous pourriez être un peu plus soft sur les questions en fait, de racisme, et si vous pouviez aussi... Et en fait, c'est là en fait, où on en vient quand on n'a pas les moyens de production entre les mains. C'est-à-dire que toi, tu vas refuser cette proposition, mais tu sais pertinemment que d'autres en fait, vont l'accepter. Et je ne leur jette pas la pierre. Parce que certains et certaines ont le rêve d'écrire et qu'il faut remplir le frigo et que en fait, la réalité en fait, te rattrape de toute façon. Mais en fait, l'absence de moyens de production, c'est aussi être soumis ou soumise à des injonctions, à un cahier des charges, pour pouvoir exister dans ces espaces. Et donc, ouais, la question en fait, qui se pose, c'est comment est-ce que l'on... Et puis, il y a même le fait de se censurer soi-même. Au-delà même de cette femme qui m'appelle, c'est que certains aussi se censurent pour pouvoir effectivement être édité ou pour pouvoir passer à la télévision, etc. Donc, la question qui se pose, c'est comment en fait, on arrive à se structurer
de manière à pouvoir en fait produire nos propres objets, que ce soit le livre, que ce soit en fait, des émissions radio, télé, etc. Et je pense que c'est vraiment en fait, l'enjeu auquel il va falloir répondre urgemment, qui plus est en fait, dans un contexte où les milliardaires en fait, font une OPA en fait, sur tous les médias. Que ce soit en fait, télévisuel ou médias papier ou même Internet, parce qu'on rachète justement des gros comptes qui ont un impact sur les esprits. Donc je pense que la vraie question en fait, c'est comment allons-nous nous organiser collectivement pour pouvoir faire continuer, pour faire à ce que nos récits continuent à exister, sans entrave. Effectivement, je suis trop d'accord avec toi, la concentration des médias, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, les médias sont, en tout cas la plupart des gros médias sont concentrés dans la main d'une petite minorité de milliardaires. Et de plus en plus, même tu disais Internet, là, je crois que Brut aussi a été racheté récemment. C'est ultra urgent en fait, en tout cas de réaliser à quel point c'est chaud en tout cas pour les médias traditionnels. Et là par contre, je suis grave d'accord, il va falloir qu'on soit grave concentrés, qu'on soit groupés, qu'on se fasse confiance entre nous, parce qu'avec le contexte politique actuel, l'extrême droite, le fascisme, littéralement, il y a moyen que ce soit de plus en plus tendu, si ça l'est déjà. Et investir, là justement, je pense les réseaux sociaux, en tout cas pour apporter un contre-récit, un contre-discours, continuer à informer, utiliser les plateformes en tout cas pour transmettre l'information et pas avoir une posture un peu ascendante de non mais je vais vous expliquer la science parce que vous n'avez pas accès à l'information. Non voilà, aujourd'hui il faut qu'on soit tous ensemble, il ne faut pas qu'on soit méfiants entre nous parce que c'est vraiment chaud ce qui se passe. Donc voilà, restons groupés, le collectif il va grave nous sauver, comme tu as dit, il ne faut pas qu'on se marche dessus, il y a de la place pour tout le monde. Ouais, on va pas s'afficher devant les gens, voilà, on reste en collectif, voilà, entre nous, on peut se disputer entre nous, mais il faut qu'on fasse front en fait, face à ces médias-là et face à l'extrême droite. Enfin, dernière question. Dans votre monde idéal, par quoi commenceriez-vous pour raconter les quartiers populaires ? Moi, je pense que mon idéal, la première chose, c'est ramener les personnes concernées. Ramener les personnes concernées, que ce soit sur différentes problématiques, différents sujets. C'est parce que, comme je l'ai dit, les gens, à chaque fois, ils vont parler à notre place dans les médias traditionnels, dans les médias où il y a le plus de visibilité. Donc, après, il y a certaines personnes aussi qu'il faut prendre en compte qui ont peur aussi de raconter leurs histoires. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut respecter et tenir compte que parfois leur discours est un peu filtré parce qu'ils ont peur de raconter leur vie. C'est des choses difficiles à faire. Je parle en public devant des millions de personnes. Donc sur ça, faut pas mettre la pression aux gens, mais il faut donner la parole à ceux qui doivent parler, ceux qui ont des choses à dire et ceux qui veulent s'exprimer. Mais ne jamais forcer sur certaines personnes et tout. Mais ouais, mon idéal, ramener les premières concernées. Ouais, super d'accord avec toi. Moi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Dans mon monde idéal, on parle des quartiers populaires de façon ultra ordinaire, quoi. Voilà, c'est pas un sujet qui fait une news, c'est pas une édition spéciale. Voilà, raconter l'ordinaire parce que je pense qu'on est super beau quand on est juste des personnes ordinaires, lambda, sans héroïsation, sans tous ces discours-là. Et je pense qu'aussi ça nous a un peu impacté, peut-être à titre personnel, mais tout ce discours méritocratique, tous ces héros en fait, depuis moi j'ai 30 ans, mais j'ai grandi aussi avec ces discours-là de quand t'es en banlieue, il faut que tu t'en sortes et il faut que tu sois quelqu'un. Il faut que tu sois une personnalité, comme je disais tout à l'heure. Et bah moi, dans mon monde idéal, on est juste des personnes lambda, quoi. C'est tout.
Et je voulais rajouter là aussi un truc, parce que j'ai dû penser, mais c'est vrai que même dans les médias, quand on raconte certaines idées, il y a toujours un truc de supprimer, de faire. Il y a un terme qui s'appelle le charity porn, c'est-à-dire de jouer de la tristesse des gens pour derrière te rapporter. Ça, c'est un truc qu'il faut bannir, parce que ça, c'est une dinguerie, je trouve, et qui se fait de plus en plus, bah, quand tu regardes par qui, par des gens qui te ressemblent pas forcément en plus. Donc même sur ça, faut être vigilant et faut pas se confier à n'importe qui. C'est pour ça que même moi, quand je fais mes entretiens pour mes formats La vie en vrai, ça m'est arrivé parfois, je parle 2 heures avec la personne dans un café pour le format, pour que nous deux on ait une confiance. Donc faut faire attention à ça, à qui on parle et pour qui surtout aussi. Moi, je dirais juste la fin du capitalisme. C'est parfait. Eh bien, merci pour cet échange. Merci beaucoup. C'est des échanges que je qualifierais de réparateurs et de motivants également. Ouais. Et donc avant de passer la parole au public, pour conclure cette table ronde, je voudrais partager les mots de l'acteur franco-algérien Tahar Rahim, qui l'a prononcé dans l'émission C'est à vous. Et je trouve que ça résonne profondément avec notre réflexion. Donc il parle de cinéma, mais ça s'applique à toute forme de représentation. Donc il dit « Si on pense que le cinéma est un objet pédagogique qui deviendra pour les générations futures, en tout cas un témoignage de notre époque, ce n'est pas juste que de regarder dans une direction. Il faut savoir regarder ce qu'on a par la fenêtre, ce qu'on voit, et ce qui est la majorité des gens finalement. » Donc ça rejoint bien ce que tu disais, Camélia. Donc regarder par la fenêtre, c'est voir les vies ordinaires, les solidarités discrètes, les réussites silencieuses, enfin ce qui constitue la majorité invisible. Et c'est aussi rappeler que la représentation, donner la parole, c'est un acte politique, et elle donne une place où elle en refuse une. Merci. Donc le public, vous pouvez poser vos questions. Merci, c'est gentil. Bien merci à Cité des Chances d'organiser des espaces comme ça. C'est fort, c'est fort. Moi, je voulais juste revenir sur 3 points. D'abord, le premier, c'est une question. Comment on fait pour... Enfin là, on parle beaucoup de personnes ordinaires dans les quartiers populaires, on parle beaucoup de normalité, etc. Comme si, en fait, les quartiers populaires, ils étaient nés dans la normalité, comme si les politiques publiques qui ont construit les quartiers populaires, elles étaient normales, elles étaient... En fait, c'est comme si on avait juste déménagé d'un pays à l'autre, alors que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Les quartiers populaires, ils sont nés dans des drames, ils sont nés tragiquement. Et en fait, nos parents, pour la plupart, ils ont pas choisi de venir en France. Ils ont été obligés, c'est par nécessité. Et du coup, pour revenir à ma question, comment on fait pour visibiliser des problématiques, des vraies problématiques ancrées dans le réel, ancrées dans le terrain, sans en invisibiliser d'autres? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs représentations de personnes issues des quartiers populaires, mais c'est pas tout le monde qui a vécu la même chose, c'est pas tout le monde qui vit dans le même endroit. Les réalités, elles sont différentes d'un quartier à l'autre. Mais du coup, ma première question, c'est comment on fait pour les visibiliser sans en invisibiliser d'autres. Ma deuxième, c'est sur le récit. C'est comment, en gros, comment on crée une action culturelle qui a de la représentation, qui est symbolique, qui est pertinente à voir, sans oublier l'action politique derrière. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que toute l'action culturelle, toute l'émulation, toute l'effervescence qu'on a autour des quartiers, notre descendance, elle est symbolique. Elle veut dire quelque chose, elle est l'autre de beaucoup de souffrances, beaucoup de violences systémiques, colonisation, des trucs qui durent depuis des millénaires concrètement. Et du coup, comment on fait pour transformer ça en action culturelle, mais qui n'est pas vidée de son essence, qui n'est pas là juste pour faire beau, qui n'est pas là juste pour rendre des choses stylées, mais qui a un vrai combat derrière, qui porte le combat politique, qui peut vraiment aider les gens dans le réel. Moi, j'avais ce débat-là avec beaucoup d'espaces culturels parisiens, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les quartiers populaires, c'est devenu comment dire, ouais, une passerelle, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais quelque chose sur lequel les gens ils peuvent se faire de l'argent, les gens ils peuvent se construire un statut social, les gens peuvent se construire un statut symbolique, les gens peuvent
se construire un statut culturel. Et les gens, ils n'ont pas d'hésitation à emprunter ces voies-là, à invisibiliser les gens pour prendre leur place. Moi, ma question, c'est du coup, comment on fait, par exemple, Bouscapé, comment Bouscapé peut faire pour venir à l'intérieur des quartiers, aller voir les gens qui travaillent vraiment ultra localement. J'en ai plein des exemples de gens qui travaillent ultra localement, mais comment ils font pour rentrer? C'est quoi les canaux? Déjà, c'est quoi les canaux? Et troisième point, ça n'a rien à voir, mais moi je viens du 18e arrondissement, La Chapelle. On a une association qui s'appelle Demain sera meilleur. On a une cagnotte qui est hyper importante. J'aimerais bien que les gens ils la soutiennent. C'est pour offrir des kits de froid aux gens qui dorment dehors, parce qu'aujourd'hui on a un gros problème de sans-abrisme dans le nord de Paris. Je vous invite à vous informer. Et ouais, si vous pouvez la soutenir, la relayer, parce que si c'est pas vous en fait qui le fait, c'est personne d'autre qui va venir relayer, c'est personne d'autre qui va venir partager, c'est personne d'autre qui va venir soutenir. Là, on est au quart de la cagnotte. Il manque à peu près 500 pour qu'on puisse être dans les objectifs. On en reverra d'autres, mais du coup, c'est important de soutenir entre nous. Et encore merci à Cité des Chances d'organiser des espaces comme ça. Allô? Moi, je sais que je l'ai oublié. Bon, je peux parler comme ça? Non. Ok. Ouais. Merci beaucoup pour ta question. Je pense qu'en fait, on est tous d'accord avec toi. Mais je pense que comme en fait, on est dans un truc un petit peu entre nous, effectivement, on n'a pas reprécisé le fait que nos vies sont lutte. En fait, on est né de... Enfin, notre existence est souffrance, et lutte, et combat, et colère, et haine, et bagarre, en fait. Donc effectivement, on ne l'a pas reprécisé, mais parce que je pense que c'est un acquis, en fait, pour tout le monde. Et moi, en fait, quand je te parlais des autres récits un petit peu, c'était parce que en fait, ça peut être aussi épuisant de se voir dans la souffrance, tu vois, dans les larmes, dans la colère systématiquement, et de se regarder et de s'écouter toujours avec cette haine-là. Alors elle nous sauve la vie, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui et qu'on parle et qu'on a, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le collectif va nous sauver. Mais il y a aussi d'autres réalités qui existent. Je pense que c'est bien aussi, juste, alors c'est pas du tout majoritaire, mais je pense que l'ordinaire aussi, ça peut nous faire du bien, juste pour la santé mentale. Mais c'est quoi l'ordinaire? Ce que je veux dire, c'est que tu vois, dans les représentations médiatiques, t'as soit le truc de colère, soit le truc de réussite, et t'as pas un entre-deux là. Les deux, ils sont ultra importants. Et tu peux avoir de la réussite et de la colère en même temps. Oui, bien évidemment, mais ce que je te dis, c'est que dans les représentations, ce juste milieu-là, cette neutralité-là, ce truc lambda, il n'existe pas encore, tu vois, dans nos récits, dans les récits des médias traditionnels. Et je dis pas qu'il faille la mettre en avant, il n'y a pas de hiérarchie. Toutes les douleurs, toutes les émotions, toutes les souffrances, toutes les émotions, voilà, elles sont légitimes. Je dis juste que je pense que parfois, ça fait du bien aussi de voir que la personne qui est en train de témoigner et qui nous ressemble, bah vas-y, tu vois, elle est juste neutre dans ses émotions. Je te parle juste en termes de santé mentale parce que vraiment, quand je parle autour de moi, en fait, les gens, ils sont en burn-out. Les gens, ils sont fatigués. Notre lutte, tu vois, encore une fois, personne n'a prouvé qu'il est en train de lutter sur le terrain, en train de se bagarrer sur les réseaux sociaux, à défendre, à être avec les personnes concernées, à lutter, à faire des cagnottes, etc. On se sait entre nous. C'est juste que je pense, parfois, ça peut faire du bien d'avoir juste un discours ultra... d'avoir un témoignage lambda, c'est tout. Ouais. C'est que, en fait, justement, si on a des témoignages... Pardon, excusez-moi. Si on a des témoignages qui sont dans l'ordinaire, c'est bien. C'est bien. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu le témoignage d'un mec de Saint-Denis qui est devenu pilote d'avion. Et j'ai kiffé la vidéo. Mais c'est pas ordinaire. Bah, c'est ordinaire, quelqu'un qui réussit. Non. Il a sa réussite, c'est pas... C'est quoi le commentaire sur image? Mais c'est quoi l'ordinaire alors? Mais moi je te dis, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est électricien? C'est quelqu'un qui est plombier? Aussi. Le JT peut aller faire un sujet, rentrer des classes en Seine-Saint-Denis, ça n'arrive jamais. Ils vont dans les trucs pavillonnaires en 92, en province, ils viennent jamais en Seine-Saint-Denis. Pourtant c'est là où il y a le plus d'enfants. C'est ça l'ordinaire. C'est quand ils font des sujets conso, tu vas à Rony 2. Genre t'interroges les gens au champ, le truc, ils vont jamais là-bas, c'est toujours, tout ce qui est ordinaire vraiment c'est tout ce qui concerne le collectif et la banlieue, les quartiers populaires, les Noirs et les Arabes. Dans la France de Macron aussi, ils font plein de sujets sur le fait qu'il y a des problèmes de conso.
C'est vraiment intégrer noir et arabe à tous les récits. C'est vraiment ça l'ordinaire. C'est justement ne pas parler des noirs et arabes juste quand il y a un qui devient pilote. Vraiment, c'est juste ça. Au-delà de ça, il y a un enjeu. C'est que de manière générale, on passe beaucoup le combat à gauche sur la colère. Et ça, c'est des émotions qu'on arrive à mettre en forme, même dans la culture, etc. Et tout. On le fait de moins en moins avec la joie, alors que potentiellement, tu peux avoir des projets politiques qui vont motiver la masse, même des gens qui ne seront pas concernés, parce qu'ils vont se sentir concernés par de la joie et par du potentiel. En fait, aujourd'hui, en plus, ça c'était la question que je voulais poser d'ailleurs au frérot Bouscapé, c'est que comment on va réussir à repolitiser la culture, et aussi dans cette partie-là, tu vois. Parce qu'en fait, repolitiser la culture, c'est aussi ça, c'est qu'aujourd'hui, la culture populaire, elle vient de chez nous. Même les Blancs, ils écoutent. C'est comme ça, c'est de la musique. Même le cinéma, de plus en plus, c'est respecté. On est en train d'investir de plus en plus les milieux culturels, à leurs dépens. Hein. C'est arrivé grâce aux réseaux sociaux, c'est pas arrivé grâce aux canaux traditionnels, etc. Mais de manière générale, les gens s'intéressent à notre culture, les gens s'intéressent à nos artistes, à notre manière de produire de la musique, etc. Les artistes sont de moins en moins politisés. Comment on fait pour le faire? Pourquoi quand va y avoir 2-3 phases de politique, ça va être France Inter qui va poser la question. Nos médias doivent être capables de visualiser ça, d'essayer d'en parler, d'essayer de mobiliser nos jeunes, etc. Parce qu'en plus, on a des artistes qui sont politisés. On regarde de nombreux artistes congolais qui sont en train de se motiver, de sortir des projets par rapport à ce qui se passe au Congo, etc. Et de manière générale, on peut avoir les deux. Et il faut investir la joie. Et il faut pouvoir savoir utiliser la colère et aussi fêter les victoires, arriver et célébrer, et aussi rendre le combat attractif avec d'autres manières. Au lieu de dire ouais, c'est la merde, on n'a pas à manger, aller relayer de l'espoir en disant si on va aller voter pour tel programme à gauche, il y aura la cantine gratuite. Non. Voilà. Non, ça, non. C'est vrai. Les municipales, c'est demain, frérot. Justement, les dynamiques ultra-locales, elles sont tellement complexes qu'on ne peut pas se permettre de dire on va aller donner nos voix à gauche sans agir sur le concret tout de suite. Pour moi, il y a un déséquilibre. Après, moi, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Mais juste pour venir sur la bataille culturelle, la bataille culturelle, après, c'est vous qui allez répondre à ça, parce que c'est vous qui avez les réponses. Mais la bataille culturelle... Non, mais enfin, vous êtes des professionnels de